Avec d'abord Natacha, ce qui fait réagir ce matin, c'est une prise de parole de François Hollande dans les colonnes du Monde sur le sujet de la Syrie. Mais oui, il est de retour. Il est de retour dans le Monde. Alors avec deux citations mises en exergue par le journal. La Turquie, cet allié qui frappe nos alliés. Et puis, si la Syrie est menaçante, elle doit être menacée. En fait, François Hollande réclame une zone d'exclusion aérienne au-dessus d'Afrine et de la Ghouta. Alors, en filigrane, évidemment, c'est une leçon adressée à Emmanuel Macron, qui est allé parler à Vladimir Poutine, qu'il a reçu à Versailles. Alors, François Hollande dit, en permettant à Ankara de bombarder nos alliés kurdes, Moscou pousse aussi pour une division de l'OTAN. Donc en fait, François Hollande a découvert que Recep Erdogan n'est pas un gentleman et que l'OTAN, ce n'est pas une réunion de gentils censés lutter contre les méchants. Bon. Alors les réactions sont un peu partout dans les éditoriaux. Dans l'Union, Hervé Chabot conclut, bref, il se place, quitte à faire de l'ombre au quai d'Orsay et à gêner aux entournures l'Élysée. Et dans les Échos, Cécile Cornudet titre « Les ex piquent par l'extérieur ». Bah oui, parce que souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait fait exactement pareil sur la Syrie, justement. Voilà, comment continuer à exister en politique quand chacun de vos propos est lu comme un espoir de retour, alors qu'on sait ou comprend qu'on ne jouera plus jamais les premiers rôles. Là, Cécile Cornudet s'avance un peu. Ils n'ont pas compris. Dans le Figaro, Guillaume Tabar parle surtout de la mésentente frontale entre François Hollande et Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois qu'il cherche celui qui l'a empêché de se présenter. En attaquant sur le terrain de la politique internationale, il veut instiller l'idée que sur la Syrie, il avait vu juste avant les autres. Ça reste à démontrer. Contraint de rédiger lui-même une plaidoirie que personne, et à commencer par ses amis restés au PS, ne veut écrire pour lui. Ben oui, c'est bien dommage. Il est très seul, François Hollande, mais vous voyez qu'on reste vraiment sur le terrain politicien. Ouais. Alors, a-t-il vu avant les autres dit-il des choses qui sont réalistes aujourd'hui? Pour se répondre à cette question, il faut aller lire Libération. Extraordinaire interview du patron d'une boîte de mercenaires russes, parce que la Russie, aujourd'hui, utilise des mercenaires en Syrie. Ça fait quelque temps que l'information circule sur des blogs, sur la presse anglo-saxonne. Le 7 février, il y a eu une opération américaine qui a bombardé une colonne de combattants et qui a tué au moins une centaine de ces combattants. C'était des mercenaires russes. Alors, heureusement, ce n'étaient pas des soldats russes, mais ce sont bien des mercenaires. Et donc, là, Libération est allée interroger ce patron d'une entreprise qui répond ceci: cette guerre, on ne l'a pas commencée, mais on va finir le travail. Alors il est interrogé sur ce qui arrive aux corps, puisque les corps ne sont même pas remis aux familles. Tout ça est totalement tabou. Si tu t'es enrôlé dans une société militaire privée, alors tu t'es vendu pour de l'argent à cette société. Elle peut t'utiliser comme bon lui semble. Ce qui va t'arriver après ta mort, tu seras réduit à l'état de viande hachée. Les réponses sont d'une violence ahurissante. Après ce qui est arrivé, après que les Amerlocs ont dégommé nos gars, on est prêt à y aller pour les obliger à rendre des comptes. Bref, la tension est au plus haut en Syrie. Il y a une bataille pour les hydrocarbures, évidemment, entre les États-Unis et la Russie. Tout ça à coups feutrés. Et le prochain terrain, nous dit cet homme, c'est la Libye. On peut revenir peut-être quelques instants sur cette interview donnée par François Hollande sur ce sujet de la Syrie. D'abord, Julien, il a répondu Emmanuel Macron hier depuis l'Inde. Oui, depuis l'Inde, sans citer véritablement, mais avec un très lourd sous-entendu et ciblant François Hollande, en disant quand ils étaient au pouvoir, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont entendu. C'est bien la question. C'est bien la question. Mais comme le disait Natacha, et comme c'est marqué et écrit dans les Échos ce matin, on avait vu la même stratégie adoptée par Nicolas Sarkozy. C'était en août 2012, si je me souviens bien. Il avait fait un communiqué, l'ancien chef de l'État, et voilà, allant titiller aussi François Hollande. À l'époque, François Hollande avait critiqué Nicolas Sarkozy de cette sortie, et aujourd'hui, c'est lui qui reproduit le même schéma. Donc, il y a une chose qui est classique quand même dans le fonctionnement de nos institutions, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débat dans le cercle républicain autour des questions de politique extérieure, de politique étrangère, et qu'il est classique de dire qu'il y a un consensus. D'ailleurs, on n'a pas entendu Emmanuel Macron critiquer les questions, la façon dont Hollande avait géré la crise syrienne, pas plus qu'on a entendu Hollande sur Sarkozy, etc. Alors je trouve toujours curieux de revenir par la politique extérieure, sauf à dire qu'on est une espèce de grand sage, de grand Manitou, qui ne s'exprime que sur des sujets géostratégiques, planétaires.
c'est une sorte d'enterrement de première classe, quoi. Robin Mouton. Pas très original de la part de François Hollande, mais c'est aussi que, en tant que grand décrypteur du monde, il veut aussi se positionner. Il se positionne pour l'avenir, il se positionne pour son livre, et il se positionne peut-être pour faire des conférences, pour en tout cas apporter son expertise. Et c'est sûr que revenir en parlant de géostratégie et d'international, c'est plus bankable pour aller parler dans le monde entier que de venir en parlant d'un sujet Du statut de la SNCF. Oui, et puis pour Hollande, il y a un acte fondateur, c'est qu'il voulait intervenir en Syrie et qu'Obama l'a retenu à la dernière minute et que Hollande Justement, ça ne met pas en cause Macron. Non, bien sûr, mais Hollande est resté là-dessus et il est resté là-dessus et je pense qu'il va souvent y revenir. Allez, l'autre sujet du jour, Natacha, c'est donc Mayotte. Et oui, et Le Monde titre sur les risques d'une explosion sociale. Alors dans la Nouvelle République, Denis Domain écrit « La France redécouvre à intervalles douloureux et réguliers qu'elle est une puissance ultramarine, mais elle semble oublier aussi vite de se donner les moyens de le rester. Mayotte appelle davantage d'attention pour son potentiel économique, par son emplacement stratégique à l'heure de nouvelles alliances asiatiques et parce que c'est un laboratoire à ciel ouvert des migrations qui nous effleurent ici. » Et le Républicain Lorrain écrit « Un département français, certes, mais dont les experts s'accordent à dire qu'il a une bonne 50aine d'années de retard de développement sur la métropole. Pourtant, l'archipel est considéré comme un Eldorado par les migrants des Comores, à pauvre et demi. Alors la montagne demande comment s'en sortir. Peut-être remettre à plat le statut de la départementalisation, copier-coller d'un système métropolitain inapplicable et réinstaller sûrement l'état de droit. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est un débat qu'on aura dans quelques instants autour de cette proposition qu'a fait Laurent Wauquiez il y a quelques jours de revenir sur le droit du sol pour ce qui concerne le territoire de Mayotte. Oui, vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Alors par ces outre-mer, donc la France est une puissance maritime, vous venez de nous le dire, Natacha, elle ferait bien de s'intéresser justement à la survie des océans. Et oui, et ça c'est un article des Échos, c'est un sujet absolument essentiel. Alors les Échos sont plutôt optimistes, des pistes pour débarrasser les océans du plastique. Ce sont des pistes très très lointaines, hein. L'optimisme est quand même pas de bon aloi sur ce sujet-là. Il y a 150 millions de tonnes de plastique qui se promènent dans les océans. La biodégradation d'une bouteille plastique, c'est 500 ans. Ouais. Alors le meilleur moyen finalement, malgré tout ce que nous présentent les Échos, le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de plastique dans les océans, c'est de ne pas en mettre quand même. Et on rappelle, il y a un petit encart très intéressant, puisque vous savez que les gobelets sont un fléau, tous vos gobelets plastiques que vous utilisez, la machine à café, etc. C'est une horreur, mais il y a une autre horreur, les pailles. Et oui, rien qu'aux États-Unis, 500 millions de pailles sont utilisées chaque jour. Vous imaginez ce que ça... Et évidemment, tout ça finit dans les océans. Donc c'est très sympathique, un petit cocktail, un soda, mais est-ce que vraiment c'est nécessaire? Il faudrait plutôt utiliser des poutres, quoi, que... Exact. Donc Ségolène Royal avait fait interdire les sacs en plastique. Il en reste beaucoup. Alors est-ce que Nicolas Hulot va faire interdire les pailles en France? L'article du jour, Natacha, s'il n'y en avait qu'un à retenir, ce serait lequel? C'est la page débat et analyse du Monde sur un sujet qui va ressurgir. C'est un collectif de 85 parlementaires qui répondent aux 156 parlementaires qui déjà avaient fait un texte pour demander une loi sur l'euthanasie. Alors ces 85 parlementaires répondent dans l'autre sens en faisant remarquer que la loi Claes-Leonetti n'est même pas encore mise en œuvre, qu'elle est méconnue. Et surtout, le texte au-dessus est très intéressant, celui d'Anne Delatour, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle demande pourquoi tant de Français sondés sont-ils si favorables à l'euthanasie quand si peu de nos patients nous le demandent. La mort est plus facile à défier de loin que de près, dit-elle. Une loi sur l'euthanasie serait une loi écrite par et pour des bien portants, pour apaiser la crainte d'une souffrance lointaine et potentielle, quand ceux qui sont en situation réelle et immédiate réclament qu'on tienne la promesse d'une souffrance soulagée et d'une mort humaine qui ne leur enlève jamais leur dignité. Cet article est remarquable. Il est magnifique. Il est magnifique.